Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bonjour, bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier. J'ai l'honneur d'animer ce podcast sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier aujourd'hui avec ma co-animatrice Christiane. Comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien toi? Ça va super bien. Avant de présenter notre invité, on va parler avec lui aujourd'hui de partenariat, de conciliation travail-famille, du couple en immobilier et on va parler aussi de la retraite. Notre invité cette semaine, c'est Jonathan Cloutier, qui est investisseur immobilier, prêteur privé et accompagnateur et consultant en immobilier. Salut Jonathan, Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis content que tu sois là. Avant de commencer, Jonathan, parle-nous un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Donc, Jonathan Cloutier, je viens de Belleuil. Je suis père de 4 enfants, 4 beaux enfants. Mon parcours, moi, je suis actuaire, donc j'ai gradué à l'Université Laval en 2001. J'ai travaillé en actuariat de 2001 à 2017 à peu près. Donc, j'ai commencé dans un bureau d'actuaire conseil en régime de retraite. Par la suite, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. Puis, j'ai terminé mon parcours en actuariat dans une compagnie de réassurance. Puis, est-ce que tu travailles encore en actuariat? Je ne travaille plus en actuariat depuis 4 ans. Je suis investisseur à temps plein. Je suis prêteur privé. Je suis accompagnateur aussi d'investisseurs. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché l'actuariat pour te lancer à l'immobilier? J'ai commencé à faire l'actuariat avant d'arrêter de travailler comme actuaire. Là. Donc, j'ai commencé... ma première acquisition a été en 2011. Là. J'ai acheté un 6 logements à Saint-Hyacinthe. Mais même au début de la vingtaine, là, j'avais de l'intérêt. Là, avant même même avant de commencer l'actuariat, là, mon grand-père avait un hôtel, a eu un bar, a eu un hôtel de chambre, a eu du multilogement. Fait que je pense que mon intérêt pour l'immobilier vient de lui. Là. Quand j'étais petit, là, je me rappelle, à un moment donné, il me dit si tu investis dans de la brique, tu pourras jamais te tromper. Chaque personne a toujours besoin de rester quelque part. Fait que à partir du moment qu'on investit dans des logements, ben on risque d'offrir un service qui est nécessaire à tout le monde. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce que c'est souvent ça un peu, hein, l'entrepreneuriat. Tu avais un bon emploi. Ouais. Nous, on se connaît de programmes de formation. Ouais. Je te connais en long et en large. Là. Mais parle un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, qu'est-ce qui a fait que tu as lâché un emploi, un fonds de pension, les avantages pour te lancer un peu dans le vide, dans l'immobilier? Là, parce que tu as essayé plusieurs choses. Excellent. Oui. Je pense que j'ai eu une fatigue mentale. Là. Tu sais, il y a eu mon dernier emploi. Là, j'ai vécu beaucoup de stress que j'ai pas réussi à gérer, je pense. Là. Puis à un moment donné, ça fitait plus avec moi là, cet emploi-là. Là. Fait que j'ai pris un congé. Puis par la suite, je me dis c'est peut-être la vie qui m'envoie un signe. Là. Tu sais, plusieurs années avant d'arrêter de travailler. Donc, pendant que j'étais actuaire, j'ai suivi des formations, puis ça occupait beaucoup de mon esprit, même si dans mes actions, c'était pas nécessairement concret. Puis à ce moment-là, quand est arrivé ma séparation, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai dit à ma blonde, regarde, je vais prendre 1 an off, puis je me lance en immobilier. Puis elle m'a dit, OK, vas-y, lance-toi, puis on verra, là. Puis ça dure depuis bientôt 4 ans. Là. Donc, d'avoir déjà été impliqué en immobilier puis tu détenais déjà des immeubles à ce moment-là, est-ce que ça a facilité pour toi cette prise de décision-là? Parce qu'on s'entend que pour devenir actuaire, c'est un long parcours, les examens pour avoir son fellowship et tout ça, c'est beaucoup d'investissement d'énergie, de temps. Oui. Donc, est-ce que ça a facilité un peu ou confirmé ce saut-là que tu as fait?
Ben, quand j'ai décidé de vouloir me lancer à 100%, je voulais pas seulement acheter du multilogement puis gérer des immeubles. Tu sais, c'est pas ça que je voulais, là. Je voulais faire du flip. Puis à ce moment-là, c'est dans les mois qui ont suivi là, que j'ai commencé à faire Flip Academy avec Jeff Tremblay. Parce que je voulais vivre de l'immobilier, puis la façon la plus simple, je vais dire ça comme ça, c'était de faire du flip. Parce que le flip générait nécessairement plus de cash flow que de l'immeuble à revenu, évidemment. Là, aujourd'hui, je pense que ceux qui construisent du neuf réussissent à construire, à générer des belles valeurs puis du beau cash flow aussi. Là. Mais à ce moment-là, là, c'était plus l'option du flip qui était plus intéressante pour moi. Là. OK. J'ai goût que tu me parles, parce que moi, je te connais. Mm-hmm. Puis j'ai goût que tu me parles un peu de ton parcours en immobilier. Comment ça a commencé? Tu as parlé de ton immeuble, ton premier immeuble, mais après ça, parce que ça a été beaucoup de... Moi, je m'embarque. J'étais une bébite qui aime ça apprendre. J'étais une bébite qui aime ça tester des choses. Une bébite d'expérimentation. Puis je choisis pas nécessairement le chemin le plus simple pour me rendre où je souhaite me rendre. Fait que j'ai... en 2017, là, donc j'avais un immeuble, tu sais, j'avais ma maison aussi, une bonne marge hypothécaire sur ma maison qui me permettait d'avoir accès à du capital pour pouvoir commencer à investir. Fait que, tu sais, c'est déjà un bon point de départ. Mon premier flip, en fait, j'ai rencontré un courtier à ce moment-là, là, par un ami commun. J'ai commencé avec lui, on a commencé à chercher des deals. Mon premier flip, ça a été une maison mobile. Okay. Oui, ça a été une maison mobile à Saint-Charles-sur-Richelieu, puis que j'ai complété un projet que j'ai complété avec succès. Là. Ça a été un projet payant. C'est une maison mobile que j'ai acheté 40 000, je pense. Là. Fait que j'ai dû faire un 10 000 avec ça. Fait que on l'a rénové, j'ai refait la toiture. Évidemment, j'avais ma licence RBQ, fait qu'on le faisait de la bonne façon. Ça aussi, c'est important. Là, quand on fait les choses, là, il faut essayer de les faire de la bonne façon, puis pas nécessairement essayer de prendre les raccourcis les moins dispendieux. Là. Faire la bonne façon, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là. Ça revient toujours dans le détour à un moment donné, de toute façon. Là. Fait que, quand tu essaies de prendre des shortcuts... ça te finit par te rattraper. Là. Exact. Fait que premier flip avec ça, avec à l'aide de ce courtier-là. Le deuxième flip aussi, acheté avec lui. Pour me rendre compte que le courtier m'a joué un peu dans le dos. Fait que à ce moment-là, j'étais embarqué dans Flip Academy. Jeff Tremblay, mon coach, m'avait dit regarde, tu poursuis OASIC, let's go. Fait que j'ai poursuivi OASIC, plainte au syndic, poursuite au civil parce que je pense qu'il m'a volé. Puis finalement, ça s'est réglé 4 ans plus tard. Là, on vient de régler ça là. Et on vient de régler ça. On a eu un arrangement hors cours qui est satisfaisant pour les deux parties. Puis je pense qu'à l'OASIC aussi, il va se faire taper ses doigts là, parce que il n'a pas agi correctement. Fait que quand même toute une expérience. Quand même toute une expérience. C'est long, là. La cour, c'est long, là. Aussi, début 2017, milieu 2017, je me suis embarqué dans un prêt privé qui était compliqué, je suis encore pogné dans ça. Là, je suis en cours avec ça, fait que je choisis pas les... D'autres opportunités d'apprentissage. Oui, oui. Tu sais, oui, dans le cas du... si je reviens dans le cas du procès au civil contre le courtier, tu sais, je le poursuivais en cours supérieur. Là, fait que moi, je suis jamais allé en cours supérieur, fait que go, on y va, là. Tu sais, puis... on va sûrement aller en cours d'appel. Fait que go, on va en cours d'appel, tu sais. Finalement, on a réglé hors cours parce qu'à un moment donné, les délais font que, c'est peut-être plus intéressant de... passer à autre chose. Oui, c'est ça, là, tu sais. Investir ton énergie voilà. ailleurs. Au début, c'était vraiment let's go, là. Hey, on va faire ça, puis on va payer une ride, puis mais là, à un moment donné, c'est comme, oui, il y a quand même... Des honoraires d'avocat aussi à payer. Oui, voilà. Voilà. Ça va quand même vite, là, tu sais. Des fois, ça peut être difficile de lâcher le morceau quand c'est une question de principe, puis surtout si tu as eu l'impression de te faire jouer dans le dos et tout ça. Là. Faut savoir des fois... J'ai eu ma discussion avec l'avocat, avec mon avocat, puis tu sais, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on prend le deal, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a fait le calcul, on dit si on continue, ça va te coûter tant, puis après ça, dis-toi qu'on va aller en cours d'appel, ça va te coûter tant pour peut-être avoir telle sorte de jugement, puis finalement, si je prends le deal aujourd'hui, je reviens au même.
sais, fait qu'est-ce que j'attends 2 ans encore pour avoir le même argent que j'aurais aujourd'hui? Ben, je vais prendre l'argent aujourd'hui. Au moins, ça te permet de passer à d'autres choses, d'autres projets. Ça me permet de passer à d'autres choses, de réinvestir cet argent-là dans d'autres projets, là. Si je continue avec mon parcours certains de mes investissements, après le coaching de Flip Academy, j'ai rencontré mon premier partenaire, puis sur un flip, là. T'sais, j'ai visité une maison, il a visité en même temps que moi, puis lui, je le voyais, il jasait avec le courtier, puis sa blonde, elle prenait les mesures, puis moi, j'étais comme, OK, j'avais mon pad, puis OK, je comptais les fenêtres, puis je comptais les portes patio, puis je calculais les cracks dans le plancher, puis j'ai comme, fuck, man, ça marchera pas, là. Ça marcherait pas. OK, hey, on le fait ensemble, puis on se serre la main, puis on a commencé, notre partenariat a commencé de cette façon-là, là. Okay. T'sais, pas de papier sur une poignée de main. Chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire. Parce que quand ça va bien, c'est numéro 1. Quand ça va plus bien, là, c'est difficile de signer des papiers puis de s'entendre sur quelque chose. Là. Fait qu'on a fait un premier flip ensemble. On a mis beaucoup de temps à rénover une maison. On n'a pas fait énormément d'argent, mais on a fait de l'argent. Mais tu sais, rien qui est comparable à un salaire d'actuaire. Là. C'est rien qui est comparable à un salaire horaire respectable, je vais dire. Là. On avait mis beaucoup de jus de bras pour faire pas grand-chose finalement, mais on avait fait un projet ensemble. Par la suite, j'ai flippé des condos. J'ai acheté une promesse d'achat. Quand ça nous avait été proposé, il y avait 4 condos. On nous avait proposé, voulez-vous prendre un condo? Puis celui qui vendait la PA voulait vendre des condos. Avait 4 condos à vendre. Donc. Puis moi, mon partenaire a dit, oui, on pourrait acheter le condo puis on pourrait le rénover parce que c'était un condo qui était sur le rough. Là. Les murs étaient pas finis, c'était sur les plaqués, sur les trusses. Puis donc c'était à terminer. Celui qui avait acheté, qui avait signé la PA, il avait repris un projet qui était en faillite. Là. Fait que nous, à ce moment-là, on s'est dit, OK, ça pourrait être intéressant. Puis moi, j'ai dit à mon partenaire, pourquoi on prend pas les 4? Il dit, mais attends, là, on n'a pas l'argent, là. Inquiète-toi pas avec l'argent. On les fait-tu les 4 ou on les fait pas les 4? Tu sais, des fois, là, tu sais, on se lance dans, tu sais, j'ai jamais fait ça, là, des condos, je me lance dans l'inconnu, là. Ouais. Je dis, OK, mais pourquoi on prendrait pas les 4? Pourquoi on en prendrait juste un? Je dis, là, check ça, là, mais finalement, on a pris les 4. Je me suis arrangé, j'ai trouvé des prêteurs, j'ai sorti du capital, puis on n'a pas fait la réno. Quand on a visité la place, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le rénove comme ça? Je dis, attends une minute. Je vais essayer de le vendre comme ça. Moi, je pense qu'il y a de la place encore, là. Je pense que les gars qui ont vendu la PA, ils ont peut-être pas fait leur devoir au complet, puis ils ont peut-être pas vu le potentiel, le plein potentiel de l'opportunité qui est là. Finalement, j'ai fait un peu de marketing, j'ai fait un post Facebook, puis je l'ai revendu tel quel, là. Puis je l'ai acheté, là. J'ai pas cédé ma promesse d'achat parce que souvent, tu sais ta promesse d'achat, il y a un frais de cession, puis ça finit là. Mais nous, on l'a acheté. Je l'ai acheté avec un prêteur privé. J'ai mis les frais de dossier. Je l'ai assuré. J'ai payé la taxe de bienvenue. Puis après ça, on a fait de l'argent quand même, là, en faisant 0 effort. Là. Un peu de marketing. Mais fait que ça a été un beau projet. Là. Pour vrai, là, tu sors du capital, puis bing bang. Un mois après, il rentre du capital, puis t'as rien fait. Là. Ça c'est un beau flip. Ça, vraiment, c'était un beau flip. Là. Après ça, un autre projet dans lequel j'ai rentré, il y a un prêteur privé avec lequel j'avais travaillé, Michel Labarre, m'a approché pour un projet, je pense que c'est un de ses amis qui avait une propriété à Rougemont, Saint-Jean-Baptiste, là, qui est à côté de Rougemont. Ouais. Puis il m'a dit, hey, les gars, vous rentrez là, je vous finance à 100%, bing bang, vous sortez de là, faites chacun 10 000, un petit hot dog, facile. OK, c'est bon, on le fait. On a acheté ça. Mais là, parce que c'était une propriété avec un gros garage, c'était un ancien frigidaire à pommes, beaucoup de terrain. Fait une fois qu'on a acheté ça, mon partenaire a fait, non, ça vaut bien plus que ça. Non, on n'écoutera pas ce que Michel Labarre a dit, là, ça vaut 50 000 de plus que Michel Labarre pense, là. Fait que nous, c'est ce prix-là qu'on veut, là. Tu sais, on fera pas 10 000 chaque, on va en faire 25 ou 30 000 chaque. Ouais, mais t'es sûr? On est là, c'est rapide, là. On paye les frais de dossier, puis on paye le prêteur privé, puis
Non, on met un courtier là-dedans, finalement, bon, le courtier est pas bon. C'est sûr que c'est le courtier qui réussit pas à vendre, là. Tu sais, c'est toujours ça, là. C'est comme, OK, bon, ben, finalement, tu sais, on a gardé Michel trop longtemps dans ce projet-là. T'sais, on l'a gardé 2 ans, là. T'sais, fait que ça nous a coûté cher. T'sais, je pense qu'à ce moment-là, parce qu'on était toujours sur le bord de vente, puis on a eu des promesses d'achat, là. Le pire, c'est qu'on a eu des promesses d'achat, pas au prix souhaité par mon partenaire, là, mais des promesses d'achat qui nous permettaient de sortir de là avec l'argent de plus dans nos poches, mais peut-être pas une vision claire. T'sais, on s'embarque dans un certain projet, mais c'est quoi le plan de sortie? T'sais? Peut-être pas un plan de sortie assez bien défini. Des deux parties, là. La stratégie était peut-être pas... Oui, puis là, on était en partenariat, mais un peu comme quand on a commencé, ça a été rendre ça, on se serre la main, puis oui, ça serait le fun. Puis une anecdote avec le vendeur, c'était un Belge. On l'a rencontré, on a essayé de négocier un prix. Il a dit, OK, je le fais à tel prix. Puis là, c'était pendant la Coupe du Monde, je pense. Puis la Belgique jouait la fin de semaine contre l'Angleterre, je pense. Puis je dis, hey, regarde, 5 000 de moins si la Belgique gagne. Puis là, il m'avait dit, ouais, vous êtes malade, c'est sûr que la Belgique ne gagnera pas. Fait que, tu sais, le dimanche vient, la Belgique gagne. Fait que je dis, bon, j'ai envoyé un message texte pour dire, hey, 5 000 de moins. Il dit, hey, crime, c'est parce que je retourne en Belgique, là, parce que je pense que j'aimerais ça faire des affaires avec vous autres. Il nous avait trouvé bien drôle, là, de bêter un 5 000 $, puis, tu sais, je suis pas gambler, là. Je suis zéro gambler, là. C'est peut-être ma formation d'actuaire qui fait que je sais que le casino gagne toujours, là. Ouais. Mais, fait que j'ai fait ce flip-là. Finalement, on est sorti l'automne passé à perte. T'sais, on a vendu le prix qu'on a acheté. Non, un petit peu plus, mais en supportant tout ça, le prêt privé. Finalement, on a perdu l'argent. Là. Fait que, mais regarde, on l'a fait. Puis je pense que ça a été de devoir supporter ce projet-là a été sûrement ce qui a mis fin à mon partenariat avec ce gars-là. Là. Un gars avec qui je m'entendais super bien, là, ça m'a fait mal au cœur là, que ça arrive, là, parce que c'était un ami, on avait pris des vacances ensemble, puis c'est vraiment là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, puis ça a brisé. Il y a une cassure. Je pense que il y a eu une cassure, puis je pense qu'on n'a jamais été capable de recoller les morceaux pour que ça reprenne finalement. Lui, c'est un charpentier qui travaillait avec son père. Je pense qu'il voulait essayer de peut-être pas être dépendant de son père. Fait qu'il avait voulu essayer de s'investir en immobilier. Puis, bref, il est retourné travailler avec son père. Parle-moi de ta maison à Candiac. Ma maison à Candiac, ça, c'était une autre promesse d'achat que j'ai achetée. Les mêmes gars qui m'avaient vendu les condos. Ça, c'était un beau projet. Initialement, à ce moment-là, j'étais encore avec mon partenaire. Puis quand on a commencé, je disais, OK, on le fait-tu? Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Je dis, regarde, inquiète-toi pas pour l'argent. On fait le projet, tu vas travailler, je vais travailler avec toi, inquiète-toi pas pour l'argent. Puis tu sais, moi, dans mes affaires, là, bien qu'on n'ait pas signé de papier, ça a toujours été, on est là ensemble. On est là ensemble, puis je le disais à ma blonde, du crime avec ce gars-là, là, je pense que je serais prêt à tout faire mon immobilier ensemble. Le reste de ma vie, je pourrais donner 50% de mes affaires. J'aurais pas de problème. Finalement, une chance, là, j'ai pas fait ça parce que. Mais bref, on a commencé en le faisant ensemble, puis tôt dans l'opération du flip, là, quand tôt dans la réno, il a fait regarde, je pourrais pas continuer. Je pourrais pas continuer. J'ai besoin d'avoir une job pour payer mon épicerie, puis ça marchera pas. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'aille une job. Je dis, ouais, mais là, ta minute, là, on s'est comme embarqué dans quelque chose, puis toi, tu décides de partir, tu sais, je veux dire, t'es comme le côté réno dans notre partenariat, là, tu sais, moi, je suis comme zéro réno, là, tu sais, j'ai un marteau, là, j'ai un coffre, j'ai des outils, là, mais je sais pas trop comment m'en servir. Bon, je sais un petit peu plus comment m'en servir, mais il reste que c'est... C'est pas ça ta force. C'est pas ça que t'as amené à la table, là, dans le fond. Non, ben, en fait, moi, ce que j'aimais quand j'étais avec lui, c'est, moi, ça me dérange pas de faire les rénos. Mais il faut que ça soit avec toi. Il faut que je sois là avec toi. Il faut que tu me dises quoi faire. Parce que, tu sais, je leaderai pas nécessairement quelqu'un, où à ce moment-là, j'étais pas mentalement prête à dire, OK, c'est beau,
ben, il a fallu que je le fasse, là, parce que finalement, je me suis retrouvé avec une maison, propriétaire d'une maison, puis sans partenaire. Là, fait que oui, mais tu sais, il m'a dit, gars, je te laisserai pas tomber, je vais faire des heures, puis on s'arrangera, puis tu me paieras, puis finalement, on s'est arrangé. Là, il y avait de l'argent qu'il me devait sur le projet à Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça a été un rééquilibrage des forces, disons, là, ou du capital, en fait. Fait que tu sais, bref, j'ai fait ce flip-là. Puis ça a été un beau flip, là. Il n'y a pas eu vraiment de surprise dans ce flip-là. Là. Ça a été un beau flip. Je suis content de l'avoir fait. Je reprendrai des projets comme ça, surtout maintenant avec la COVID. Là, j'ai fait un beau profit. Ça a été... je l'ai vendu en 2020. Là, avant que la COVID commence. Fait que, si c'était en 2021, oublie ça aurait été un coup de circuit, là. Parce que c'était un bungalow, il y a un garage souterrain, pas souterrain, là, mais comme en descendant, là, avec une petite creuse en arrière, là, c'est sûr que à Candiac, après, post-COVID, là, ça aurait été fou, là. Ouais. Autre projet que j'ai fait, pendant que je faisais ce projet-là, une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme je faisais 2 flips en même temps, là, je pouvais pas me dédoubler. Fait que j'ai engagé un entrepreneur pour faire le projet à Saint-Jean. J'ai toujours pris la responsabilité des décisions que je prenais. J'ai toujours été responsable de... Quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, on décide d'aller vers une voie, là, on prend des décisions, on assume nos décisions aussi, là. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé d'engager un entrepreneur, puis j'ai peut-être pas fait le suivi que je devais faire pour les rénaux, suivre l'entrepreneur, la gestion des coûts. J'ai peut-être pas fait la gestion que j'aurais dû faire, puis c'est avéré qu'il y a eu des dépassements de coûts, puis disons qu'on s'est séparés sur un pas en bon terme, là. Ça a fait OK, tabarnak, là, il faut pas que je sac, là, mais bon, bref. C'est correct. OK, tabarnak, rappelle-moi. Oublie mon numéro. On dit les vraies affaires. Ouais, c'est ça. Tabarnak, oublie mon numéro, puis rappelle-moi plus. Bon, OK, ça tombe bien parce que je veux plus te rappeler non plus. Fait que, mais, tu sais, bref, c'est ça qui est arrivé. Puis, il y a eu des belles surprises, là, quand j'ai consulté les factures, là, tu sais. J'ai du matériel, là, chargé, incroyable, là. C'est des surprises, là. C'est comme, je pensais pas que des tables pour faire des joints, ils pouvaient en rentrer autant dans une maison. Puis du plâtre, je pensais pas que ça rentrait autant dans une maison. T'sais. Je pense que j'aurais pu recouvrir ma maison de plâtre, tellement il y a du plâtre qui a été chargé dans cette maison-là. Là. Fait que puis mon entrepreneur, il disait, tu sais, t'as juste à charger plus cher si tu veux pas assez d'argent. Ouais, mais c'est parce que c'est une maison, c'est un marché, hein. Fait que je peux pas vendre une maison 1 million si elle vaut pas 1 million. Là, t'sais. Fait que cette maison-là, je l'ai vendue, location achat, pendant la COVID. T'sais, pendant la COVID, à un prix qui permettait de couvrir les coûts. Finalement, un an plus tard, celle qui l'a acheté, celle qui l'a loué pour acheter, a décidé elle dit, hey, tu sais, finalement, je suis en couple, j'ai des enfants, il y a des enfants, la maison est pas assez grande. Fait que si ça te dérange pas, on va quitter. On pourrait déchirer, puis t'arrement en vente, puis, ou je pourrais la mettre en vente, parce que c'est une courtière, je pourrais la mettre en vente. Puis là, depuis le marché a évolué, là. Depuis le marché a évolué, là. Ouais. Fait que là, ça a été vraiment une belle surprise. Tu sais, je l'avais affiché, on avait un entente à 3,25. Finalement, je l'ai vendu 3,95. Quand même. Tu peux pas juste avoir des histoires d'horreur non plus. Non. T'sais. Ça, c'est une belle histoire. Tu sais, la COVID, là, ça a été difficile. Ça a été difficile au début. Puis pour la même maison, ça a été une belle surprise. Fait que ça, je pensais pas que ça pourrait monter comme ça, mais disons, je l'ai vendu avec du proprio, fait que j'ai fait la game d'un courtier. Là, j'ai reçu les offres, j'ai fait une journée de visite libre, j'ai reçu des offres, puis est-ce que vous voulez bonifier votre offre? Puis ça a fonctionné, ça a fonctionné. Fait que
Fait que non, ben ça, je suis heureux de ça. Ça, je suis heureux de ça. J'ai eu un mandat de gestion dans un gros projet de réno aussi à Mont-Saint-Hilaire. Ça a été compliqué parce que j'étais, en plus de d'avoir un mandat de gestion, j'étais aussi prêteur privé avec des coprêteurs pour ça. Ça aussi, j'ai appris. Hein, j'en ai appris sur la loi de l'intérêt, j'en ai appris sur sur le prêt privé beaucoup. Là, c'était un peu un fast track là, dans l'apprentissage là, parce que celui qui a fait le projet, j'ai reçu des mises en demeure, puis heureusement, j'étais déjà initié au processus de mise en demeure, puis poursuite, puis ces choses-là. Là. Fait que ça m'a pas trop dérangé, mais c'est fascinant des fois là, comment ça peut virer. Là. Tu sais, des fois, tu as toutes les bonnes intentions du monde, tu veux que ça fonctionne, tu es là pour essayer d'aider les gens, puis ça vire de même. Tu l'as vraiment aidé, by the way, dans ce projet-là, quand même. Ben, je pense que oui. Non, mais je pense que oui. Si on regarde je pense que oui. Là. Somme toute, là, quand on est rentré dans ce projet-là, ils en allaient vers la perte de 300-400 000, puis finalement, je pense qu'il y en a peut-être perdu entre 100 et 200. Là. Fait que je pense que la COVID a aidé aussi, là, mais je pense que dans tout ça, tu sais, le gars, il était jamais à un moment donné, puis je pense que le projet, il a fini. On l'a fini. Il m'a sorti, il n'était pas satisfait de ce qui avait été fait ou de comment ça avait été fait, puis c'était en lien aussi avec le prêt privé, là. Le prêt privé qu'on avait dans ça, puis tu sais, j'y avais prêté des sous personnellement, là. Ça gueule, là, tu sais, billet à la demande, là. Tu sais, faire confiance puis vouloir aider quelqu'un, puis finalement ça revire comme ça, tu sais, j'apprends beaucoup, hein. Ces erreurs-là, je les répéterai plus, là. Mais oui. J'étais pour dire, c'est intéressant de voir le nombre de chapeaux ou de rôles que t'as occupé dans ton parcours. T'es assez polyvalent, là. Ben, polyvalent, où j'essaie de me mettre, ou peut-être parce que, tu sais, il y en a qui sont branchés sur, OK, moi je fais du neuf, ou moi je fais du flip, ou moi je fais du DPA, ou moi je fais du multilogement, ou je fais de l'optimisation. Moi, j'ai peut-être pas le chapeau ou la chaise définie, là, ou bien définie, ou peut-être que moi c'est une banquette. Que je peux me glisser le long de la banquette pour définir un peu ce que je veux faire, mais j'ai l'impression que, tu sais, puis encore aujourd'hui, là, si j'essaie de me projeter dans le futur, je veux pas arrêter de faire de l'investissement actif en immobilier. Là, j'ai un projet pour construire 3 condos neufs dans une zone patrimoniale. Fait qu'encore là, je choisis pas le chemin le plus simple pour réaliser mes projets. Le prêt privé m'intéresse. J'ai des projets pour faire de l'accompagnement d'investisseurs aussi, fait que je pense que je vais devoir conserver quelques chapeaux là. Je pense que je suis pas dû pour avoir un seul chapeau. Bon, en fait, ma question était directement reliée à ça parce que j'entends, je le connais, puis on a travaillé en fait sur un peu notre mindset, puis le pourquoi, puis tout ça, puis j'ai goût que tu expliques aux gens qui nous écoutent, peut-être disent aïe, c'est incroyable quand même son parcours, mais parle-nous un peu de c'est quoi ton why, puis un peu qu'est-ce qu'on avait discuté où c'était pas nécessairement défini, puis tu as le goût de peut-être toucher un... Ben, mon why, puis pourquoi je fais de l'immobilier, mon objectif de vie, si on veut, c'est d'avoir des belles expériences payantes en immobilier. C'est ça, c'est ce que je veux faire en immobilier. C'est l'objectif que je me suis donné, fait que... T'sais, OK, 3 condos, zone patrimoniale, ouais, mais ça va être fucking compliqué. Ah ouais, OK, OK, ben ça me dérange pas de le faire. Ça me dérange pas d'essayer. C'est comme si je veux essayer des choses, tu sais, j'aime apprendre, puis j'ai fait pas mal toutes les formations, en fait, tu sais, connues en immobilier, puis parce que je suis une bébête qui aime apprendre, j'ai étudié longtemps pour obtenir mes examens en actuariat, pour obtenir mon titre en actuariat, parce que pour obtenir son titre de fellow de l'Institut canadien des actuaires, il y a le bac, puis après il y a les examens professionnels. Fait que qui sont pas reliés. Là, c'est en train de changer, là, il y a une partie du bac qui va pouvoir créditer certains examens, là. Mais quand moi je l'ai fait, là, il y avait vraiment un bac, puis après tu faisais tes examens, puis c'était indépendant, là. L'école puis le professionnel, c'était vraiment séparé, là. Fait que j'ai longtemps été dans mes livres, là.
Ouais, c'est des centaines et des centaines d'heures, puis c'est des années là, que ça oui, représente. Oui, ben dans mon cas, il y en a qui le font rapidement. Moi, j'ai décidé de pas le faire rapidement. fait que tu sais, j'ai eu des enfants là après, pendant que j'étudiais là. Fait que ma conjointe a été très très conciliante avec tout mon processus, puis elle est encore énormément. Elle est très conciliante encore aujourd'hui là. Elle a pas le choix de toute façon. Là. Ben tu sais, dans mon minding, c'est comme vrai. Non, mais elle te connaît, tu sais. Suis-moi parce que sinon il va falloir que tu prennes une autre route. Tu sais, c'est peut-être égoïste. Je sais pas si c'est égoïste là parce que ma vision ou mon désir est plus que mettons mon désir de faire de l'argent puis de créer de la valeur. Ben c'est pas pour moi je veux le faire, non. C'est pas juste pour moi je veux le faire. Je veux le faire parce que je veux que ma blonde elle soit heureuse, je veux que mes enfants soient heureux, je veux que on puisse en profiter en famille. Oui, c'est ça. L'objectif c'est pas tant de faire de l'argent, mais c'est ce que l'argent ça peut profiter, là, ça peut apporter. Là. C'est les opportunités, les voyages, les plaisirs, les loisirs, toutes ces choses là. C'est quand même inspirant parce que moi je te connais puis t'es un gars qui explore plein d'affaires puis dès que c'est de la merde, on dirait que c'est là que tu commences à avoir du fun. Moi j'ai la misère. Moi j'aime pas tant quand ça commence à chirer, des fois je suis quand même mon Dieu. Mais toi, t'es dans ta zone de confort quand ça commence à puis je sais, alors ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se connaît, puis à chaque fois t'as des affaires, je suis comme my God, man. Ouais, on dit, je sais pas si c'est ça que j'attire là, j'espère pas. Non, t'as eu plein de beaux succès, mais tu sais, je pense qu'en 4 ans, l'expérience que t'as acquis justement parce que dans des différents projets, puis on choisit pas des fois quand ça va bien ou ça va mal. Là. Non, tu sais, c'est sûr que j'ai pas choisi d'être avec un courtier crosseur. Non. J'ai pas choisi de faire un premier prêt privé puis que ça chie, là, puis que finalement le gars décide de jamais payer. J'ai pas choisi ça, là. Non, mais ça, c'est des embûches. Mais par contre, tu parles du projet de condo, les 3 condos. Ça, c'est un défi ou peut-être une difficulté qu'il y a certaines personnes qui seraient gênées d'embarquer là-dedans. Mais toi, ce défi-là m'intéresse. Exactement. Ben parce que c'est pleinement éclairé, c'est une décision pleinement éclairée. Oui, ben en fait partiellement éclairé parce que je sais pas. Non, mais dans le sens que je sais pas comment ça va virer là. Tu sais, j'ai jamais fait de neuf, fait que si j'avais déjà fait du neuf, peut-être que je me dirais je veux pas m'embarquer dans en plus une couche patrimoniale, tu sais. Mais j'ai jamais fait du neuf, fait que évidemment là je m'entoure de professionnels, tu sais, j'ai engagé un urbanisme, une firme de services urbanistiques, si on peut le dire comme ça, qui fait du patrimonial, qui est spécialisé dans le patrimonial. Fait que, évidemment, j'espère que je vais pouvoir recevoir des bons conseils. Mais j'ai aussi, tu sais, j'aime le patrimoine. J'aime ça, les maisons, j'aime ça, les vieilles maisons, les antiquités. Tu sais, mes parents collectionnaient. J'en ai un petit peu. Ma blonde, tu sais, a trippé quand on s'est rencontrés, puis elle venait chez ma mère, puis tu sais, ah oui, le bahut que ma mère a décapé à shot de 1 pouce carré avec une brosse à dents pour aller chercher telle couleur. Tu sais, c'est le genre de choses qui a peut-être séduit ma blonde, là, puis aujourd'hui, c'est comme, on a 4 enfants, on n'a pas le temps de faire ça. On pourrait y revenir en deuxième partie, justement. C'est ça. Ben, t'en as parlé un petit peu, t'en as parlé quand même de tes enjeux ou les problématiques que tu as vécues. J'irais peut-être avec la question, qu'est-ce que tu en as retiré de ces expériences-là actuellement, mettons, pour le futur, dans tes prochains projets? Parce que quand même, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, ils sont comme tabarnouche, c'est incroyable, le nombre de, des fois, bad luck ou enjeux ou difficultés que tu as eu. C'est quoi tu retiens de ça? Dans le fond, l'important, c'est ça, là, de dire qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être aujourd'hui là, avec l'expérience que tu as de ces expériences-là? De pas garder des prêteurs privés trop longtemps sur des projets parce que ça coûte très, très cher. Malgré que ça c'est utile, un prêteur privé, parce que la banque est vraiment plus compliquée. Il y a des critères qui sont plus à respecter, puis il y a des délais beaucoup plus longs. Quand on fait de l'investissement immobilier, le prêteur privé, souvent, il dit « OK, la valeur est-tu là? Parfait, la valeur est là. J'ai une relation avec... ma garantie est-tu bonne? Est-ce que ma garantie est bonne? Ma garantie est bonne? Parfait. » Il ne regarde pas nécessairement la personne. La banque va plus regarder la personne, le crédit, ton salaire, tout ça. Le prêteur privé, là, il dit « Ma garantie est bonne, c'est beau, j'y vais. » Puis bon. Fait que, pas garder... En fait, toujours avoir un plan de A, B, C, D, E, Z de sortie, là, pour pas garder un prêteur privé trop longtemps. Dans les partenariats, avoir des papiers.
avoir des papiers, avoir un contrat, avoir quelque chose d'écrit qui établit des règles. Là. Parce que dans le cas de mon partenariat, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est moi qui mets l'argent, mais toi, t'as pas mis d'argent. Je peux-tu avoir de l'intérêt sur mon argent? Ben non. Tu sais, pourquoi je te paierais de l'intérêt? Ouais, mais c'est parce que le capital n'est pas gratuit. Tu sais, il y a eu des mésententes par rapport à ça. Puis comment je te sors? Ben moi, je veux pas que tu me sortes. OK, ben on était comme pogné quelque part dans un genre de Twilight Zone qui fait qu'on est pas, je peux pas le sortir s'il veut pas, il y a pas de règle établie, tu sais, à moins que j'envoie une poursuite puis tu sais là on voulait pas, je pense ni un ni l'autre, tu sais, on voulait que ça se finisse bien. On avait pris une tangente qui fait que ça allait pas bien se finir, mais fait que bref, tu sais, si tu as des papiers au départ qui déterminent les règles d'entrée, de sortie, de fonctionnement, c'est qui gère, comment, puis c'est quoi les responsabilités de chacun, ben de cette façon-là, tu sais, tu t'assures au moins d'avoir potentiellement moins de conflits après. Tu sais, s'il y a un fuck qui arrive, s'il y a un problème qui arrive, s'il y a une mésentente, ben, hey, on va ressortir les règles du jeu. Une convention d'actionnaire ou une convention d'individu. Exact. Où on n'est pas incorporé. Oui, c'est ça, là. Ouais. S'il y a quelque chose d'écrit, ben, c'est quoi les règles du jeu? T'sais. Si après le partenariat, ou si après ce projet-là, tu veux qu'on révise les règles du jeu, oui, mais on ne changera pas les règles du jeu. Tu sais, au Monopoly, on ne change pas les règles du jeu pendant la game. Ah, tout à fait. Tout à fait. Parle-nous de tes succès, tes plus grandes forces. Mais plus grande force, je dirais, c'est peut-être la résilience, puis le désir d'apprendre, puis même si des fois j'ai peur, tu sais, j'ai l'impression j'ai-tu peur d'avoir peur, là? Tu sais, j'ai-tu peur de rater mon coup, mais je m'embarque dans des genres de projets compliqués, puis ça, le fait que ça soit compliqué, ça me dérange pas. J'ai aucune crainte de m'embarquer dans des choses compliquées. Quand ça a été le projet à Saint-Hilaire, je faisais de la gestion, j'ai monté un prêt avec des coprêteurs, j'ai prêté de l'argent, billets à la demande, on s'est fait poursuivre, je me suis fait poursuivre, mais jamais ça m'a dérangé. T'sais, évidemment, il faut pas que j'en parle à ma blonde, là. Mais jamais ça m'a dérangé. Jamais ça m'a dérangé. Là. Je sais pas si j'ai la carapace assez dure pour ça. Puis pourtant, j'ai vécu du stress quand j'étais en actuariat, là, qui a fait que j'ai arrêté de travailler en actuariat, mais j'ai peut-être pas vécu. C'est peut-être pas le même genre de stress. Ouais, là. Mais ce stress-là, il me dérange pas. Est-ce que tu es capable de compartimenter, exemple, ton stress ou toutes les activités rattachées à l'immobilier, puis pas de ramener ça à la maison, ou plus ou moins? Comment est-ce que tu gères ça? Je me suis rendu compte pendant la COVID. Évidemment, je travaille de la maison là, parce que j'ai pas de bureau, là, mais des fois, je me dis qu'il faudrait que j'aille travailler ailleurs parce que ça serait plus simple pour la famille. Là. Parce que ma conjointe, t'étais ici aujourd'hui. T'aurais pu faire ça, t'aurais pu partir une brassière, puis t'aurais pu... Ouais, non, c'est parce que je suis devant mon ordinateur, là, je cherche des propriétés, je cherche des projets, je développe des choses. Ouais, mais tu sais, moi, je serais capable de faire des choses. OK, oui, mais non. Pas moi. Moi, je fais pas ça. C'est parce que des fois, on n'a pas la tête à ça non plus. Tu sais, des fois, on a des enjeux, on a des téléphones, ici, un problème. Tu sais, il y a toujours de quoi qui roule quand même. Là, tu sais. C'est peut-être une défaite là, que je me donne aussi, puis une raison de pas vouloir le faire, là. Peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi. mais je pense que est-ce que je suis capable de compartimenter? Je me suis rendu compte que quand j'avais j'ai encore un immeuble à Saint-Hyacinthe, au début, ma blonde elle m'aidait plus pour faire la gestion. Parce que tu sais, ma blonde, c'est une Germaine, là. Elle s'appelle Geneviève. Les Geneviève, c'est des Germaines, c'est reconnu. C'est une maîtresse d'école. C'est une maîtresse d'école, c'est pas une professeure primaire, c'est une maîtresse d'école. Fait que, tu sais, c'est comme, hey, ça marche de même, puis let's go, j'organise ça, les affaires, là. Fait que, puis c'est parfait, là. J'allais dire, je pense que c'est bon pour toi aussi. Oui, c'est excellent, là. Parce que des fois, t'es comme un peu... Oui, tu sais, c'est comme un général, là, ou un DG en arrière qui dit, OK, c'est beau, ça marche ça, puis je pense que maintenant, avec les beaux projets dans lesquels je me suis embarqué depuis que je fais de l'immobilier à temps plein, moins j'en dis à ma blonde, mieux c'est. Parce que je réalise que moi, je suis capable de vivre avec ce stress-là. Elle est
peut-être moins capable de dealer avec tout ça, évidemment, parce que c'est comme elle, le salaire, là, en ce moment. Là. Moi, j'ai pas de salaire. Je vis avec des projets, je crée de la valeur, j'embarque dans un projet, je sors d'un projet, il rentre plus d'équité ou il ressort plus d'équité, puis je réinvestis ou j'en garde pour moi. C'est comme ça qu'on. Mais une paye, j'ai pas de paye là. En ce moment, j'ai plus de paye. Là, fait que puis je sais pas si je vais en avoir une encore un jour. Là. Fait que je pense que pour compartimenter, peut-être là, ou peut-être juste mon cerveau il est capable de mettre 2 couches entre ce que je vis. Tu sais, peut-être, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, là, même si j'ai l'air peut-être de beaucoup parler. Là. Je suis quand même quelqu'un de très intérieur. Là, tu sais, j'aime ça faire du yoga. Ouais. Ah, tout à fait. Tu m'avais déjà parlé de ça. Ouais. La COVID, ça n'a pas aidé, là, mais je faisais beaucoup de yoga. J'ai commencé en... C'est du yoga chaud ou... Oui, ben j'ai commencé par du yoga. En fait, j'ai commencé le yoga quand je travaillais chez Standard Life, parce que mon deuxième employeur, ça a été Standard Life, une compagnie d'assurance. Ils ont introduit à un moment donné là, un volet là, santé, activité. Il y avait une semaine de plein d'activités, bien-être, tout ça. Là. Puis ils ont fait des cours de yoga au travail. Fait que je me rappelle, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire du yoga. Là. On était 5 dans la salle avec le professeur, puis évidemment, j'étais tout seul le gars. Puis ça a été la découverte du yoga, ça a été vraiment une belle chose. Pendant le COVID, je l'ai moins fait là parce que j'aime ça être dirigé là. J'aime ça être dans un cours de yoga là. Le rituel d'aller au studio, te poser sur ton tapis, boire ta petite tisane, jaser avec le monde après le cours, ça fait partie de l'expérience. En faire dans mon salon que j'ai 2 enfants qui me sautent sur le dos là pendant que je fais la c'est comme OK, ouais papa, c'est le fun. Ouais, peut-être pas. Puis évidemment, si on parle un peu parenthèse pour les enfants, des enfants avec un papa puis des enfants avec une maman, c'est pas la même chose. Il y a des affaires que mes enfants me font, ils feraient jamais ça avec leur mère. Là. C'est comme, hey, pourquoi tu sautes pas comme ça sur maman? C'est parce que maman est fragile. Ouais, OK. Comme une limite, là. À 2 pieds sur le torse, là, c'est peut-être pas si fragile que ça. Tu sais, le sternum, là, à un moment donné, je suis pas une trampoline, là. Mais bon. C'est quand même comique, là. Mais on va poursuivre avant la pause. En fait, la dernière question avant la pause, ça serait, tu sais, puis t'as vécu plein de choses depuis, ça serait quoi? Je vais en vivre encore, là. Ouais, exactement. C'est ça, je vais en vivre encore. C'est parce que toi, t'aimes ça être dans cette zone-là, tu sais. T'es quelqu'un qui, justement, t'es quand même pas stressé, c'est comme... Peut-être que l'actuariat, c'était pas assez actif à mon goût, je sais pas, là. Puis en fait, la question, c'est, ça serait quoi les caractéristiques pour être un entrepreneur? Puis ça serait quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui veulent se partir en affaires ou en immobilier, des expériences que tu as eues ou des enjeux que tu as vécu? Être un entrepreneur, c'est les conseils que je pourrais donner, de tester, là, c'est supposé être c'est des défis, c'est supposé être le fun, là. Si je m'embarque dans ça, c'est parce que j'en retire du plaisir, là. Fait que c'est peut-être d'être capable de bien se connaître pour savoir où on s'en va. Dans l'investissement immobilier est vaste. Il y a moyen de faire de l'investissement immobilier de façon pépère. Tu t'achètes des blocs, tu mets ça en gestion, puis tu t'impliques pas trop. Tu peux être investisseur passif, tu peux être prêteur privé. Là, moi, je suis prêteur privé. Je rencontre des personnes qui vont emprunter. Je qualifie les projets, mais il y a moyen aussi d'être investisseur, prêteur privé. Là. Il y a des prêteurs privés qui acceptent de rentrer des coprêteurs, puis de cette façon-là, c'est peut-être une porte d'entrée qui est plus facile, puis qui est moins difficile, qui est moins stressante. Autre chose qu'un entrepreneur ou quelqu'un qui voudrait... Moi, j'ai décidé de plus retourner travailler en actuariat. D'avoir un travail, d'avoir une paye, ça peut être utile quand tu es un investisseur immobilier, parce que les banques, ils regardent encore au niveau du financement. Le financement, si tu n'as pas de revenus, c'est plus difficile pour le financement. Il faut que tu trouves du financement alternatif. Fait que je pourrais pas suggérer à quelqu'un aujourd'hui, hey, laisse tout tomber, puis lance-toi, deviens entrepreneur. Évidemment, là, quelqu'un qui est sur le bien-être, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui gagne 4 piastres de l'heure,
c'est quoi que tu as à perdre si tu te lances? Tu n'as peut-être pas grand-chose à perdre. Est-ce que je recommanderais à un médecin d'arrêter de faire de la médecine puis de faire ça à temps plein? En fait, je le recommanderais pas, mais je peux pas empêcher personne de le faire. Ah, tout à fait. Puis ça dépend vraiment du type d'investissement. Un médecin peut très bien faire l'immobilier de façon passive. Voilà. On en connaît quand même plusieurs qui le font. Puis, anyway, ils ont via des partenariats. Exactement, ils n'ont pas le temps de faire ça. C'est que chacun amène sa force. Oui. On en parlait en deuxième partie du partenariat. Oui. Tu en as fait un peu. Tu as été actif dans des partenariats aussi. Oui. Faire les bons... Tu sais, bien se structurer, hein, faire affaire avec des professionnels, avoir une vision là, de c'est qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, être organisé. C'est des choses, je pense qu'un entrepreneur devrait réfléchir ou devrait penser à tendre vers. Je veux dire ça comme ça. Là. Excellent. C'est des super bons conseils. On va prendre une petite pause. Déjà 45 minutes de fête. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause avec Christiane, co-animatrice. Bonjour. Et notre invité Jonathan. Là, Jonathan, tu as parlé un peu de ton parcours, tu as parlé de tes différentes expériences. Les embûches. Non, mais ça fait partie aussi des expériences. Puis je pense que tu as appris de ça. Puis on avait quelques sujets que tu avais le goût de discuter avec nous en deuxième partie, dont, entre autres, la conciliation de travail-famille et le COVID. Tu l'as abordé un petit peu rapidement tantôt. Parle-nous un peu de ça. Comment ça se passe avec 4 enfants, de faire de l'immobilier, la conjointe qui gère l'armée aussi? Fait que, parle-nous un petit peu de comment tu vois ça puis comment ça s'est fait durant le COVID. Une chance que je sors avec une Geneviève, là, parce que ça, c'est sûr que ça aide énormément. Là, la COVID, c'est quand même pas si pire là, en ce moment parce que les écoles sont ouvertes puis ils vont à l'école. Fait que ça, il y a pas vraiment de problème. Au début de la COVID, là, quand tout le monde était confiné puis qu'ils ont fait l'école à la maison, ben c'est sûr que ma conjointe était encore à la maison aussi là. Mais tu sais, j'ai pas 45 ordinateurs chez nous là. Fait que l'école a fallu qu'ils prêtent 3 portables puis, parce que évidemment là, j'avais 4 enfants branchés puis ma blonde qui était branchée aussi pour donner des cours là, fait que tu sais je me sentais comme dans une salle d'informatique où tout le monde a son ordinateur puis à chaque 5 minutes il faut que tu fasses le tour, fait que dans cette situation là je dirais que le travail à la maison là était plus compliqué là, tu sais devoir coordonner tout le monde puis s'assurer que tout le monde est branché, puis au début c'était se familiariser avec Zoom puis OK, t'as pas le droit de manger devant l'iPad puis ces choses-là là. Je dirais que à part dans les dernières semaines là, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 grèves là ou quelque chose comme ça là, à part ces journées-là là, ça se passe quand même bien là, tu sais les enfants vont à l'école le matin, je vais les reconduire. Puis après, je suis seul à la maison. Là. Évidemment, là, il faut que ma Geneviève comprenne que j'ai du travail à faire devant mon ordinateur, là, mais je le dis en blague, là. Mais sinon, ça va bien. Là. Évidemment, là, pour la famille, tu sais, là, on parle travail-famille, là, mais tu sais, pour la famille, tu sais, le fait d'avoir moins d'activités, puis ces choses-là, c'est sûr que il faut être un petit peu plus animateur de foule pour animer nos enfants là, parce que il y a pas les activités normales le samedi, le soir. Je veux dire, mes enfants sont inscrits au scout, c'était scout à distance. Je pensais pas que ça existait. Puis ils ont réussi à très bien travailler les animateurs pour animer. Là. Puis garder l'excitation, garder l'attention des enfants. Là. Mais donc pour le travail, il reste que ça a été un défi. Ça doit être un défi aussi comme investisseur immobilier de faire la COVID, les masques. Puis si on pourra faire du chemin avec tout ce qui arrive dans le milieu de la construction, là, les matériaux, la gestion, puis tout ça. Là. Mais ça a été pas si pire pour la COVID. Conciliation travail-famille. Il y a comment je pourrais dire? Tu sais, 4 enfants,
une conjointe qui travaille, moi qui est entrepreneur, investisseur, qui a pas une paye stable. Il y a des attentes. Il y a des attentes à gérer. Là. Je pense que dans ça, c'est des attentes à gérer. Je pense que mes enfants, ils voient pas la différence entre moi actuaire ou moi pas actuaire. Ma blonde voit la différence. Hein, quand elle regarde les comptes de banque, elle voit la différence. Fait que tu sais, il y a des attentes là. Puis je pense qu'il y a peut-être un stress de plus qui arrivait par rapport à ça là. Par rapport à OK, la carte de crédit est pleine. Là. Je dis, ouais, mais je vends une maison, là, inquiète-toi pas là. La marge de crédit, tu sais. Avant, là, quand j'étais actuaire, c'est on paye le compte, puis on n'a pas de dette, puis tu sais, puis là, depuis que je suis plus je vais être actuaire le restant de ma vie, mais depuis que je suis plus actuaire actif, là c'est comme wow, comment ça, là, tu sais, c'est comme du tout au tout, là. Puis tu sais, moi j'ai pas ce problème-là, j'ai pas ce stress-là. On parlait de stress tantôt, moi j'ai pas ce stress-là. Là. Les marges sont pleines, il y en a pas de stress. C'est parce que je le sais, je fais une saine gestion des effectifs, là, je fais une saine gestion des actifs. Là. Si l'argent, je le fais pas pour me péter la face, là, je le fais parce que c'est investi quelque part. Là. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, conciliation travail-famille, c'est quelque chose, on le fait pour la famille, là. Je fais ça pour la famille. Là. Je fais ça pour qu'on vive des belles expériences. Je fais ça pour qu'on ait du plaisir. Là. Je veux m'amuser puis je veux être stimulé mentalement là, avec des projets dans lesquels je m'embarque. Là. Aussi complexes peuvent-ils être. J'essaie de mettre une barrière entre ce que je fais en immobilier puis ce que je peux faire dans ma famille ou la gestion que je peux faire de ma famille parce que je sais que ma blonde, elle, ça la stresse. Ça la stresse que j'ai plus de paye qui rentre. Ça la stresse que les marges soient utilisées pour investir. Ça la stresse que, qu'est-ce qui va arriver le mois prochain? Qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois? Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Au début, là, je m'étais embarqué ou j'avais demandé la permission à ma blonde pour faire ça 2 ans, t'sais. C'est sûr qu'après 2 ans, moi, il était zéro question que je retourne travailler en actuariat, là. Fait que, ma blonde a fait, ouais, mais c'est parce que c'était pas supposé être ça, là. Toi, t'étais supposé gagner plus que ce que tu faisais en actuariat, tu sais. Oui, c'est encore ça l'objectif. Ça prend peut-être juste un petit peu plus de temps. Mais on continue, là. Je peux pas. C'est parce que souvent, c'est non tangible aussi. L'immobilier, il y a une question d'équité, il y a une question de le timing, des fois. D'agenda des boursiers, de l'argent. L'argent est toujours réinvesti, il y a toujours un roulement des fonds, mais c'est pas de façon périodique. T'sais. Ça se peut que tu reçois un chèque de 100 000, comme ça se peut que tu n'aies rien pendant une couple de mois. Ça dépend des projets, ça dépend. Chaque projet est différent, puis des fois, mais c'est pas, t'as pas 2000 $ par semaine qui rentrent dans ton compte. T'sais. Si j'avais 1000 projets par année, peut-être que ça serait ça. Il y aurait un flow constant, là, mais comme je roule pas à 1000 projets par année, là, ben c'est OK, on attend. OK, comme là j'ai vendu une maison fin avril, là. Que là, ma blonde a fait, oh shit, c'est quoi qui est rentré dans le compte, là? Tout est redevenu à flot, puis il y a de l'overflow partout. Non, mais inquiète-toi pas, B, j'achète un terrain tantôt, fait que on va retourner où on était, là. Mais ça doit être une équilibre. Il doit y avoir un défi d'équilibre, justement, au niveau de. Tu parlais de tantôt. Du moins que tu parlais de tes projets d'immobilier à ta blonde, moins ça la stressait. Mais en même temps, elle qui voit juste un aperçu des comptes bancaires, qui voit que là, la marge est loadée, tout ça, ne pas voir ou savoir où tu t'en vas avec ton projet, puis quand est-ce que tout ça va se rééquilibrer, si tu communiques pas un minimum, je peux comprendre que ça puisse avoir l'effet inverse, puis la stresser parce qu'elle, elle voit peut-être pas tout ça, là. Ben, c'est sûr qu'il y a un défi de communication, là. Le couple, en général, c'est un défi de communication. De bien comprendre ce que nous on dit, puis de bien comprendre ce qu'on veut dire à l'autre, puis de bien comprendre ce que l'autre peut penser, puis comprendre, puis de bien comprendre. Tu sais, c'est une suite de 45 variables. C'est l'humain en général. Ben, c'est l'humain en général. C'est juste même avec des sous-traitants, des partenaires, des fois, c'est un enjeu de communication tout le temps. C'est sûr que avec ma conjointe, je lui partage mes idées. Je lui partage mes défis. Mais on en revient souvent, OK, on a de l'épicerie à payer, on va en vacances, on paye ça comment? La carte, on paye ça comment? Ça revient à ça, mais je comprends son inquiétude.
Mais à part essayer de la rassurer en lui disant on avance, parce que c'est là qu'on s'en va, puis ça va bien aller, puis les calculs me disent que le projet va être rentable. C'est un défi là, de bien communiquer ça, là, puis mais à un moment donné, je sais pas si pas que je m'en fous, là. Je m'en fous pas, là. C'est une question de confiance aussi. Peut-être que ça te fait confiance à un moment donné. Des fois, elle sait que ça va bien aller. Si tu lui dis, j'ai tout calculé, elle doit savoir que tu sais compter. Là. Oui. Mais elle me rappelle des beaux projets que j'ai faits dans le passé aussi, tu sais. Fait que, mais tu te rappelles pas, ce prêt-là, que t'as pas encore de l'argent qui est revenu ou tu sais, ça, c'était supposé être simple, puis oui, mais je m'embarque dans ce genre de projet-là. On parle d'immobilier, famille. Tu parlais de ton grand-père qui avait de l'immobilier. Est-ce que tu espères ou tu songes à enseigner ou intégrer tes enfants dans l'immobilier ou les exposer ou en apprendre un petit peu là-dessus? Les exposer, oui, c'est sûr que je les expose parce que j'en parle, puis si je peux si j'ai l'occasion de leur parler de la valeur de l'argent, ma fille qui a 13 ans a commencé l'an passé à faire du gardiennage. Là. Fait que je gagne des sous, je peux les placer, qu'est-ce que je fais? Je peux aller m'acheter des jouets. Je dis, regarde, tu pourrais garder la moitié puis que tu dépenses comme tu veux, puis on pourrait placer l'autre moitié dans un fonds d'études ou quelque chose comme ça. Ou ce que je dis en blague, c'est hey, prête-le-moi, je vais l'investir en immobilier. Je vais te payer un bon taux. Puis mais ma fille a dit non, je veux pas que tu le places en immobilier. Fait que oui, je les initie à ça parce que j'en parle, puis peut-être un peu comme mon grand-père a fait, là, il y a peut-être une phrase qui va rentrer, une graine qui va être semée dans leur tête, puis que ça va tracer. Ouais, ça va donner le goût, ça va être placé, puis ça va revenir à un moment donné quand ça va ressortir, puis la graine va avoir maturé un petit peu. Ouais, je pense que oui, je le fais. Puis l'autre, c'était quoi l'autre volet de la question? Tu parlais de mon t'as tout répondu. Je parlais de ton grand-père, comme, il t'a un peu, pas transmis ça, mais c'est un peu l'expérience d'avoir vu ton grand-père qui t'a... C'était déjà dans le collimateur, c'était déjà quelque chose auquel tu pensais. Puis, mon grand-père a eu ça, ma tante l'a aidé à gérer un peu ses choses, à gérer son bar. Puis ma tante est encore dans ça. Puis, elle m'a dit, regarde, si tu veux faire quelque chose, je suis prête à faire quelque chose avec toi. Puis j'ai un autre oncle aussi qui est prêt qui me supporte aussi dans ce que je fais. Là, je me rappelle, c'est le volet éducation puis transmission de connaissances. J'ai commencé à faire un petit peu de tutorat là, avec Jeff Tremblay, là, répondre à des questions d'investisseurs novices, là, je vais le dire comme ça. Là. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Là. J'ai vécu certaines affaires, j'ai fait plusieurs formations. J'étais une bébite qui aime ça apprendre. Là, fait que comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de formations. Puis des fois, en fait, c'est toujours pour apprendre, c'est toujours pour rajouter au bagage. Mais là, avec le tutorat, avec le fait d'être l'autre côté puis de supporter des investisseurs, ce que je trouve intéressant, c'est le partage des connaissances. Là. Tout ce que j'ai, disons, accumulé dans moi, là, c'est comme si je peux en partager un peu, donner certains conseils. Si je peux éviter à un investisseur de faire certaines erreurs, surtout des grosses erreurs coûteuses, ça, je vois ça comme un plus. Là. C'était ma prochaine question. En fait, on parlait tu m'avais mis dans tes sujets la formation. Puis il y en a de plus en plus. Il y en a des bonnes. Il y en a des moins bonnes. Dis-moi un peu comment, toi, ça t'a apporté dans ta carrière d'investisseur, parce que tu étais quand même actuaire, tu avais quand même une certaine éducation, mais l'université, puis mettons l'actuariat versus l'immobilier, j'imagine que ton actuariat amène quand même au niveau des calculs, mais qu'est-ce que tu as été chercher? Qu'est-ce que ça t'a apporté du côté plus à investissement immobilier? C'est sûr que chaque domaine a ses règles de fonctionnement, ses règles de calcul. J'ai pas de difficulté à être dans Excel puis à monter une feuille de calcul puis
aligner des colonnes, puis faire des sommes, puis rentrer des formules compliquées. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Ça, je suis capable de le comprendre. Quand j'ai commencé à faire des formations, ben c'était pour comment je peux devenir investisseur immobilier. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour être investisseur immobilier? Tu sais, j'ai fait des formations au club, j'ai fait des formations à Immo Facile, j'ai fait des formations avec Flip Academy. Tu sais, bref, je suis passé partout, là. Chaque école a ses forces. Chaque école peut avoir un peu ses spécialités ou être. Il y a certaines formations qui sont plus généralistes. Là, tu sais, t'es plus formé comme un généraliste. Fait que tu t'en apprends sur l'immeuble à revenu, t'en apprends sur les flips, t'en apprends sur la location de chalet, t'en apprends sur le prêt privé. Tu sais, tout dans la même formation. Fait que tu vois, mettons, 2 heures de chaque. Mais est-ce que tu deviens un spécialiste d'immeuble à revenu ou d'investissement multilogement quand tu as fait 2 heures de formation? Je pense pas. L'expérience compte pour beaucoup aussi, là. Tu sais, l'expérience compte pour beaucoup. Tu sais, même si je fais une formation spécialisée dans le flip, ben, c'est pas vrai qu'en finissant la formation, je suis un spécialiste du flip. Je sais plus comment ça fonctionne. Je sais plus quoi faire. Mais c'est toujours en le faisant. Je trouve que c'est toujours en le faisant qu'on apprend le plus, là. Définitivement, puis c'est peut-être pour ça que j'essaie de me mettre les mains dans des drôles de projets pour en apprendre le plus possible. Tu sais, c'est comme ça que peut-être que je débroussaille le plus la forêt, là. Moi, quand je pense à toi, parce qu'on se connaît, on est des amis, là, tu sais, puis des fois, je me, tu sais, mets pas la main dans la machine, ça va faire mal. Ah ouais, vraiment? Ah, ben ouais. Attends, mal comment? Je te vois un peu, tu sais, l'image est forte, mais tu sais, je pense qu'elle est un peu de même. T'aimes ça un peu te mettre dans des positions où tu dis, moi, je veux aller apprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Ouais. Tu parlais tantôt de tu sais, quand t'as poursuivi. Ah ouais, on va à la Cour suprême? J'ai jamais fait ça, moi. Fait que tu sais, c'est vraiment un processus toujours de dire, je m'en fous de l'aspect, tu sais, l'aspect, dans le fond, qui est vraiment plus rationnel. C'est plus, non, moi, je veux aller apprendre, tu sais. Je veux aller découvrir d'autres choses. Rationnel, ça, je pense que c'est le bon mot. Tu sais, j'ai-tu été trop rationnel trop longtemps en étant actuaire, là, tu sais, très calculateur, très conservateur dans les calculs, puis là, on dirait que, ben, OK, on va là. C'est-tu sain? C'est-tu rationnel? C'est-tu logique d'aller là? Non. Mais on y va quand même. On y va quand même, puis parce qu'on va apprendre quelque chose, parce qu'on va vivre quelque chose. On va vivre quelque chose. Tu sais, je pense que, tu sais, c'est une phrase que je me répète souvent, là, c'est que la vie, c'est un jeu, là. Tu sais, on est là pour s'amuser, là. On est surtout là pour s'amuser, là. Tu sais, avant, quand je travaillais encore en actuariat, puis que je sentais que ça allait finir, là, tu sais, je me disais, OK, j'ai 4 enfants, j'ai une bonne paye, j'ai une maison à payer, tu sais, comment je vais faire après? Ben, j'ai toujours pas de paye d'actuaire, puis j'étais encore en vie, là. Tu sais, fait que il faut arrêter d'avoir peur souvent, là, de plein d'affaires qui arriveront pas. Puis il faut apprécier la vie, puis jouer avec, là. Je dis pas, là, se tirer en bas du pont, puis hey, on va voir ce que ça va faire, là. Tu sais, je sais, là, que ça va... En fait, ça, là, tu vas mourir. Ça, je le sais, là. Tu sais exactement les possibilités en plus. C'est ça qui arrive aussi. 100%. 100%. Tire-toi en bas du pont, c'est 100% de chance de décès. Fait que, mais tu sais, la vie, c'est un jeu, là. Fait que j'essaye de profiter de plein d'occasions pour apprendre des affaires, là. Peut-être qu'un jour, en fait, j'aimerais ça faire des projets plus simples, plus OK, je mets la locomotive sur une voie ferrée, puis je le sais, tu sais, c'est... Mais on dirait que... Tu sais, j'ai une moto, là. Je suis un passionné de moto, là. Ouais. J'ai une moto, là. Ben, tu sais, j'ai eu 2 bandits qui étaient une moto semi-sport, là. Bon. Là, je me suis acheté une moto plus d'aventure. Je me dis, OK, comment je pourrais faire pour aller faire des routes de gravel? Tu sais, c'est pas extraordinaire, là. Ils se vendent des motocross, puis il y a du monde qui font ça, là. Puis ouais. Mais une petite shot de plus que t'es pas sur la route, puis, tu sais, veux-tu faire quelque chose de différent? T'sais, comment je pourrais faire pour monter à Baie James en moto? T'sais, y a-tu une route là, de la Baie James, tu montes à Baie James, tu reviens par l'autre bord? Là? Y a-tu quelque chose qui peut se faire? Là, la Gaspésie aller-retour en 2 jours. Ouais, ça j'ai fait ça l'année passée pour j'étais allé faire une journée de camping avec mon chum. J'étais supposé le faire en 2 jours, finalement. J'étais supposé le faire en 3 jours. Finalement, je suis monté là-bas, j'ai couché, j'essaie-tu de le faire d'une shot? Finalement, ça marche. J'avais mal aux fesses, mais j'ai réussi à le faire, oui. C'est déjà la fin, malheureusement.
Merci, Joe, pour Trop ton court. Ben, je le sais, mais on va Trop t'inviter. Merci Tu pour le m'inviteras partage. comme co-animateur. Ben oui, certainement. Tu veux ma job? Merci. Ça paye merci. comment? Merci à Christiane pour Merci, les Christiane. interventions. Plaisir. Est-ce que tu veux aller avec le mot de la fin, la question? Oui. Ben, déjà d'emblée, je te souhaite plein de projets hyper stimulants qui vont être source d'apprentissage et de nouveautés. Mais j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Y a-t-il un voyage? Quelque chose? J'aime voyage, c'est sûr qu'un voyage avec la famille, là. Un voyage avec la famille dans le sud, là, tu sais, quelque chose de pas compliqué, tout compris sur le bord de la plage, là, je pense que ça calmerait ma Geneviève. Mais moi, personnellement, j'aimerais ça faire Le un voyage de moto. Le Trans-American Trail? Ouais. En moto? Ouais. Ouais. Peut-être. Bon, ben, un gros merci, Joe. Ça a été un super bel épisode. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. À la semaine prochaine, dans le podcast Le 13e étage, on va parler des vraies affaires.